prod. Bienvenue à Réseau Danse. Gueule, oui, un peu. Oui, il faut expliquer ce jingle, c'est qu'à l'origine, Réseau Danse, ça se passait dans le studio de la manutention des hivernales et c'était en ligne sur le site en direct, donc ça c'était super, mais malheureusement nos moyens techniques et industriels ne nous permettent plus du tout de faire ça voilà, sur le site web du CDC. Donc on a maintenu ce petit dispositif pour rencontrer tous les artistes chorégraphiques qui sont invités dans le off. En revanche, tout est enregistré et sera à un moment donné en ligne sur le site. Ce qui explique la petite caméra tenue par Julien, que je remercie d'avoir organisé avec moi toutes ces rencontres. Et puis la tradition que nous avons mis en œuvre depuis 2 ans avec Philippe, c'est que je lui ai confié un billet d'humour ou un billet d'humeur, ça dépend son moment. La dernière fois c'était humeur quand même. Et puis... L'important c'est de savoir si elle est bonne ou mauvaise. Voilà, ben là, ça, seuls ceux qui y étaient pourront le dire. Alors vas-y Philippe, c'est parti pour toi. Bien. Je te salue, grand maître, sur la montre duquel l'horloge atomique a été réglée. C'est ça. Et qui a le pouvoir de transformer les pères d'IM en tickets restaurant quand il est de bonne humeur. Bien, je voulais... Bonjour Herman. Ou en bouteille de vin. Salut. Ou en bouteille de vin, mais à boire avec modération. Il a compris que modération et pas à boire. Je voulais vous entretenir lorsque Herman sera assis. Salut. Voilà, bien. Merci beaucoup Herman. All about you. Non, c'est pas all about me. Peut-être tu mets un petit fascicule qui est dans ton dos devant toi, comme ça si des fois quelqu'un avait un doute, il saurait que c'est toi. Jérôme a essayé un truc qui est assez rigolo, il se le met en tricorne. Donc on n'est pas obligé de le rappeler, mais c'était drôle quand même. Allez, Philippe, c'est parti. Donc je te salue, grand maître, C'est ça. à l'horloge atomique. Yeah. Je voulais vous entretenir d'un miracle assez intéressant qui se voit aujourd'hui sur Avignon et qui est certainement dû à notre grand maître aussi. Je te salue, grand maître, à l'horloge atomique. Allah Wakbar. Alors, fais gaffe parce que c'est assez dangereux comme genre de proposition en ce moment. On va te retrouver à ton goût de tout et attaquer un coup de pioche ou de dynamite selon les cas. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les jeunes chorégraphes, et moins jeunes, Jérôme et Frédéric font partie des jeunes. Ouais. Allez hop. De moins en moins jeune. T'as remarqué comme le temps passe et il est mesuré par l'horloge atomique du grand maître sur la le temps universel, nous sommes bien d'accord. C'est le retour, il y a un sacré retour de la composition. Alors, pour ceux qui ne se rappelleraient plus de leur cours d'histoire de la danse qu'ils n'ont pas eu, Merce Cunningham, c'est un jeune chorégraphe américain qui est mort, disait la caisse chorégraphique n'existe pas tant que la question n'a pas été traduite en termes physiques. Il n'entendait pas l'équation et l'horloge atomique du grand maître. Hein. Non, non. Il entendait en termes physiques, corporels. Je bouge. Je me roule par terre, je saute, je monte au mur. Ça c'est Richard Brown. Il faut qu'une pièce soit traduite en termes physiques pour exister comme pièce chorégraphique. Dixit, Merce Cunningham. Et c'est assez amusant de constater que cette idée qui se retrouve dans un livre qu'a publié Cunningham dans les années 80, qui s'appelle Le danseur et la danse, et qui est une série d'entretiens avec Jacqueline Bechelez, trouve actuellement, et quand je dis actuellement, c'est à Avignon même, une traduction tout à fait étonnante et assez nouvelle. En gros, Cunningham, ça a été un peu une sorte d'ovni dans la danse française qui, originellement, est plutôt tournée vers Nicolaïs. L'influence de la danse en France, ça a été deux grandes danseuses de Nicolaïs. D'une part, Suzanne Burge, qui arrive tout début des années 70 et qui ouvre différents cours, dont le fameux cours de la rue Marcadet, par où sont passés quasiment tous les danseurs des années 70, et Caroline Carlson, avec ce coup de génie d'un très très grand bonhomme qui s'appelait Rolf Lieberman, et qui décide en 75, puisque les danseurs menaçaient de faire grève à l'Opéra de Paris,
de nommer Caroline Carlson chorégraphe étoile. Ce qui a permis à Carlson de créer dans la rotonde, sous le grand escalier, vous voyez tous les images de l'Opéra de Paris, vous avez ce grand escalier qui monte là. Là en dessous, il y a une rotonde, qu'on appelait dans le temps la rotonde des abonnés, et qui dans les années 80 s'appelait le cimetière Carlson. Et c'est dans cette rotonde que Carlson, de 75 à 80, a donné des cours où sont passées toutes les générations des années 70. Donc, la danse française des années 70-80, elle est d'abord colorée par l'esprit nicolaïste. Lorsque Cunningham arrive en 82 pour une grande résidence qui avait été organisée par le Festival d'automne, il sort un numéro de l'avant-scène ballet. Et dans l'avant-scène ballet, il y a 4 chorégraphes Cunningham. 4. Michel Allais-Gaillan, Kylina Cremona, Jean-Marc Matos, et puis un 4e dont je ne me souviens plus. Mais c'est pas grave, notre grand maître à l'horloge atomique va nous retrouver immédiatement. Évidemment. Et comment? En 1992, la Biennale de danse du Val-de-Marne sort un bouquin, Cunningham, naissance d'un mouvement de pensée, toute la danse est Cunninghamienne. Voilà, en 10 ans, vous assistez à un changement total. Évidemment, depuis 92-2012, il n'a pas eu. Tout le monde remarquera, et en particulier notre grand maître à l'horloge atomique, qu'il y a 20 ans qui s'est écoulé. Et pendant ces 20 ans, c'est justement tous ces principes nés de l'idée de la composition qui ont été remis en cause par ce qu'on a appelé la danse plasticienne ou la non-danse ou la danse conceptuelle, enfin trouvez les mots que vous voulez, ça n'a pas une importance extrême. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une exigence de la part des chorégraphes les plus jeunes de revenir vers cette traduction physique de la question chorégraphique. Prenons un exemple au hasard, tu de la compagnie étant donné, je parie qu'ils n'entendront pas. Et toi, là. Cette pièce, qui est un trio, le trio, c'est un mélange entre le duo et le trio. Ceux qui iront voir comprendront que c'est un trio. La pièce Tu pose la question de l'identité. C'est qui que je vois et comment je reconnais qui que je vois quand je le vois. Sachant que je ne le vois pas toujours, vu que je vois une image, alors que l'identité c'est pas une image, c'est quelqu'un. Sauf que nous, on ne reconnaît pas une identité, on reconnaît quelqu'un. Vous me suivez? Non, parce que moi, j'ai pas toujours suivi les danseurs que je croyais voir en pensant que c'était leur identité que je voyais quand je voyais et que je ne les voyais plus. Je traduis à peu près correctement la pièce, je crois. Non, c'est pas grave. Hein. D'ailleurs. Sauf que ce qui, dans les années 2000, aurait été posé sous la forme d'un discours avec quelqu'un qui se serait installé devant nous, face publique, la caméra fixée sur lui, et derrière on aurait vu son visage qui peu à peu se transformait sous l'impact d'une palette graphique. Je crée. Là, trouve immédiatement sa traduction en composition. C'est-à-dire un principe gestuel en action. On trouve aussi ce genre d'évolution dans la très très jeune génération. J'ai une très jeune chorégraphe qui s'appelle Simone Rizzo. Le spectacle a lieu à l'Espace Alia à 22h45. C'est une pièce assez courte, hein, qui fait 45 minutes à peine. Et cette très jeune chorégraphe arrive sur scène avec une sorte de double peau. C'est-à-dire qu'elle est vêtue d'une combinaison qui tient, vous savez, un genre de latex, de plastique, vous savez, on a vraiment l'impression d'une double peau, c'est-à-dire que ça cache aucun des détails du corps, mais c'est pas le corps et tout. Et effectivement, immédiatement dans sa gestuelle, se pose la question, mais c'est quoi ce personnage qui ne dispose pas de cette surface d'échange immédiat avec autrui qui est le corps physique. Ça n'est qu'une forme. En allemand, c'est assez amusant. Figur,
ça veut dire à la fois la silhouette et la figure. Et bien, c'est une figure. C'est-à-dire une silhouette-figure. Elle est une identité dénuée d'intériorité. Et évidemment, c'est pas vrai puisqu'on sait qu'elle danse. Et c'est justement, plutôt puisqu'on voit qu'elle danse, et c'est justement par cette danse qu'elle existe comme identité. Elle est puisqu'elle danse. Je danse donc, je suis. Enfin, pas moi, parce qu'autrement vous allez pleurer quand même. Quoique. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand une danseuse qui n'existe que par sa danse, à travers une peau qui la sépare de nous, change de peau? Et bien, il reste sa danse. Et ça n'existe que par la composition elle-même. Bonjour, Raphaël. Bonjour. Tu vas bien? Absolument, tout à fait sensé. Allez-y. Bonjour. On peut faire avec nous, hein. Oui. Même, on a même réservé un fauteuil. Ne sois pas confus, c'est tellement un plaisir de t'avoir à mes côtés que je vais quand même pas me plaindre. Ce mouvement vers la composition, ce retour vers une composition, vous voyez, on lit très bien. On peut se diriger vers la chute, mon cher Philippe. Vous voyez que c'est bien l'horloge nucléaire, voilà, comme je vous l'avais annoncé. Mais j'attends ensuite qu'il transforme les perdièmes en tickets restaurant comme il l'a annoncé dans ses écrits. Apocryphe comme tous les évangiles. Donc, il y a un certain nombre de chorégraphes qui, malgré les évolutions de l'histoire, ont continué à procéder de cette façon. Et je vous encourage à aller voir à 10h à la Fraîche, à la parenthèse, juste avant d'ailleurs deux camarades, Herman et Raphaël. L'un de ces chorégraphes qui, Mordicus, depuis 30 ans, continue à travailler sur la composition comme mode de constitution du message chorégraphique. Et c'est Daniel Devel. Et vous verrez comment, dans un sublime, je pèse le mot, sublime solo, on est exactement dans cette idée, la composition comme mode de transmission du message chorégraphique. Et je crois que c'est quelque chose, je constate sur Avignon cette année, c'est quelque chose qui vit, qui est sans doute assez proche de ce qu'on pourrait appeler l'air du temps. Merci beaucoup Philippe, c'était un billet de retour, donc si j'ai bien compris. Ou d'aller. Voilà, merci en tout cas de ce point de vue. Donc l'avantage d'avoir Philippe Verriel, c'est qu'il est capable de parler d'un certain nombre de choses pendant un certain temps. Mais nous, on va se consacrer aux invités qu'on a le plaisir de recevoir, qui nous permettent de faire un petit point sur toute l'actualité chorégraphique qui est vive à Avignon dans le Off. Donc on a le plaisir d'accueillir Frédéric Inger et Jérôme Ferron, qui jouent eux à la Condition des Soies jusqu'au 19 juillet, si mes informations sont bonnes, un duo qui s'appelle Tu. Alors l'idée c'est effectivement, c'est pas un espace critique du tout, parce que d'abord j'ai pas vu la pièce, et donc ce qui nous permet de faire connaissance. Donc est-ce que vous seriez capable de me donner... pas trop de conneries, parce que moi je l'ai vu quand même. Est-ce que vous auriez la gentillesse de me dire un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette pièce Tu? On vous passe le micro, et je sais pas, honneur aux dames peut-être, Frédéric? Voilà, s'il te plaît. Je ne sais pas si je peux vraiment expliquer ce qui se passe quand même. Très bien. Mais je vais essayer de rebondir un peu sur cette idée de la composition. Si tu rebondis sur moi, tu vas Oui, je avoir rebondis des sur soucis. Philippe, alors, directement. Je rebondis sur Philippe et sur la composition et la jeune génération qui serait, d'après ce que tu disais, en tout cas influencée, ou en tout cas qui l'utilise beaucoup en ce moment. Ou qui reviendrait. Alors, plutôt. nous, on Moi, l'a j'ai compris ça. utilisé, pas du tout en hommage, même si je pense qu'on a un grand respect de l'histoire de la danse et de nos pères, mais c'est pas quelque chose, en tout cas dans cette pièce-là, qu'on a voulu utiliser comme un hommage, mais plutôt comme un outil pour faire passer un propos. Donc la composition, elle est vraiment là. Mais c'est exactement ce que je dis. Ouais. Oui, mais après, c'était pas juste. Voilà, en tout cas, je voulais. Voilà. Tu veux dire que tu n'es pas qu'une Hegelienne? Pas du tout. Nous sommes d'accord. Voilà. Et donc peut-être effectivement les générations, voilà, c'est des jeunes chorégraphes, c'est-à-dire aussi très jeunes, donc nous les jeunes chorégraphes, on a entendu Jérôme, il y a très jeunes, on serait peut-être en train d'utiliser des outils pour
provoquer, pour servir des propos, peut-être qu'à l'époque, on ne voulait peut-être pas aborder avec ces outils-là, dans cette forme-là. En tout cas, nous, on a utilisé cette forme, en tout cas dans la première partie du spectacle, c'est clair. C'est aussi parce qu'on aime ça, la composition. Mais nous, je dirais qu'on va un petit peu plus loin que l'idée de la composition pour la composition, c'est que c'est un vrai travail d'écriture. C'est pas juste... je ne sais pas, je me dis si je me trompe. J'aimerais arriver à vous expliquer la différence, oui. mais il y a vraiment, au bout d'un moment, l'écriture veut dire lecture, et donc évidemment, on va amener, j'espère que ça fonctionne, les gens vers une forme de narration. Enfin, voilà, et c'est un peu, donc pour résumer ce que vous pourriez voir demain matin, parce que c'est la dernière, c'est une pièce conceptuelle qui raconte quelque chose. Quel concept? Non, mais je veux dire, où il y a une histoire, enfin, une narration, vraiment. Voir peut-être... Et ça, c'est une chose nouvelle dans votre travail, où il y a toujours eu sous-jacent cette nécessité de raconter quelque chose, même si c'était pas théâtralisé, peut-être? Pas forcément, non, c'est pas raconté, mais... On peut passer le micro à Jérôme, oui, comme ça, s'il te plaît. Comme ça, Jérôme peut rebondir sur Frédéric, qui elle-même rebondit. Quelle histoire de rebond. Enfin, il a moins de matière pour rebondir que moi. Hein. Ouais. Jérôme, peut-être pour compléter, non si... Oui. En fait, moi, je partirais plutôt de notre point de départ, c'est-à-dire que la lecture, puisque c'en est une, d'ailleurs ça me va très bien, Frédéric a parlé d'écriture, il y a eu lecture, ça va ensemble, c'est ça. On est dans le bon ordre. Le point de départ de la pièce tue et d'un certain nombre de recherches qu'on peut avoir, donc ça répondra aussi à ce qui était présent dans les pièces précédentes et ce qui continuera à l'être dans les suivantes, c'est plutôt d'interroger une notion. Donc là on était sur la contemplation. Le but du jeu était absolument pas de provoquer la contemplation dans la pièce, mais d'interroger cette notion. À un moment donné, on s'est rendu compte de manière assez basique que les phénomènes qui pour nous provoquaient la contemplation en nous étaient des phénomènes qui existaient en dehors de nous, qui étaient complètement extérieurs. Donc l'exemple le plus simple, c'est le vol des étourneaux pendant leur migration. Je peux rester des heures à regarder ça, même si ça ne dure pas des heures. Un jour, je me suis dit, mais ce qui est idiot, c'est que les tourneaux, lui, sont morts complètement de contemplation et de mon état contemplatif. Donc cette contemplation, en fait, elle existe en moi, pas en eux. Et donc, j'en arrive à l'écriture, c'est qu'effectivement, il y a eu une ambition, à un moment donné, qui était que notre travail était effectivement de faire les étourneaux, non pas pour provoquer la contemplation chez le spectateur, mais pour lui dire, c'est bien en toi que cette œuvre, elle naît au moment de l'événement et pas au moment de l'objet que nous écrivons. Donc il y a écriture, il y a donc composition pour celui qui la regarde, mais on ne l'a jamais pensé comme tel, en tout cas pas pensé non plus historiquement comme se positionnant dans une nouvelle génération qui voudrait réutiliser la composition. Mais effectivement, voilà, la préoccupation première était le rapport au spectateur et à ce qui se passe dans sa manière de voir. Et du coup, quel est l'univers visuel que vous avez, que ça permet d'élaborer, d'établir sur le plateau? On assiste à quoi? Du coup, il y avait composition, il y a écriture, c'est des mots qui ressortent chez vous deux. Donc vous êtes plutôt en état de danse, vous êtes plutôt en duo, vous utilisez un vocabulaire formel. Au même titre qu'on parle de composition et d'écriture depuis tout à l'heure, mais en fait, je dirais qu'on fait surtout des choix. C'est-à-dire que moi, ce qui me semble important quand on parle d'écriture, c'est qu'effectivement, à un moment donné, on a décidé que ça allait être cette matière chorégraphique-là qui allait permettre la composition. Donc il y a une écriture chorégraphique qui est ensuite composée. Il y a aussi un costume, une mise en scène, enfin, une scénographie, des lumières, une bande-son. Là, ce qui me paraît le plus important dans tout ça, c'est que tout cela est effectivement choisi. C'est pas tant le fait d'affirmer que de choisir pour pouvoir interroger. Alors, je ne sais plus quelle est la phrase de Mirskelinger que tu citais, mais il y a le mot question. Et effectivement, pour nous, le but serait non pas d'arriver avec la meilleure manière d'affirmer ce que l'on croit de cette notion de contemplation, qui de toute façon ne fait pas le tour de la question, mais effectivement, comment est-ce qu'on fait pour bien poser la bonne question? Alors, quelle est la bonne question et comment on la pose?
c'est ça qui m'intéresse. Ensuite, décrire ce qui se passe véritablement sur le plateau, forcément, je vais utiliser une facilité. Faut aller voir. Oui. Non, mais en fait, à la fin de la pièce, moi, j'ai l'impression vraiment d'avoir tout dit, surtout quand j'entends les retours et quand j'entends toutes les histoires différentes et qui pourtant ont... Je parlais de Druot, c'est pas très heureux, mais bon, c'est un peu Druot, excuse-moi. Mais donc, En physique nucléaire, en ce moment, ça se passe bien. Mais cette question sur le nombre d'interprètes présents sur le plateau, voilà, ça c'est, finalement, j'ai envie de dire, c'est le petit bout de la lorgnette, on ne se focalise pas uniquement là-dessus. Mais alors, par contre, moi, ce qui me fascine, c'est le nombre d'histoires différentes que j'entends de la part des spectateurs, de la manière dont ils se sont posé la question. Donc, ceux qui en voient 2, ceux qui en voient 3, ceux qui en voient 4, ceux qui en voient 2, puis 3, puis 2, voilà, ceux qui ont des surprises, ceux qui s'amusent, ceux que ça fait rire. Voilà, moi, c'est à cet endroit-là que je me dis, notre écriture, cette composition, ce choix de costume a permis que cette histoire arrive dans le spectateur. Et là, voilà, notre travail est là. Donc toute la réalisation, la composition, etc., en tant que telle, ça crée un objet, on est d'accord, mais c'est pas la finalité. La finalité, elle est ailleurs. Et l'univers musical, alors, de cette pièce, un petit peu, vous nous en dites un mot, c'est un silence pur, ce sont des... Silence pur. Non, alors on a travaillé avec un compositeur musique concrète. Donc collecté, on l'a dirigé vers la collecte de sons qui sont identiques mais sans l'être. Enfin voilà, dans le quotidien, un exemple de voiture qui passe sur une autoroute, c'est bien que des voitures, mais sont à la fois réguliers et différents l'une de l'autre. Donc on a une partition qui a été faite par Hubert Michel, donc avec des sons sur cette idée du même, de l'identique. Et donc voilà, toute la composition. Et l'idée aussi, c'était d'avoir une tension d'un bout à l'autre, de rester en tension. Et je crois que ça fonctionne très bien. Formidable. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire sur ce spectacle Tu, qui est donc à la Condition des Soirs? Vous êtes dans quelle salle? La salle ronde? La salle ronde. D'accord, c'est une scénographie particulière, du coup, ça se joue. Oui, ça a été... Vous avez dû adapter par rapport à la adapté, et puis oui, on a créé pour. Vous avez créé pour, d'accord. En fait, quand on a eu la proposition, on connaissait